J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, ça reste entre nous sur Radio J, l'émission politique comme nulle part ailleurs, les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les malheurs de nos hommes et de nos femmes politiques, le tout sans langue de bois, c'est rare et c'est tous les mercredis 21h sur Radio J. Alors, cette semaine, on va bien sûr parler du grand plan annoncé par Emmanuel Macron pour l'écologie. Le président est-il désormais un géant vert ou reste-t-il juste un petit homme vert ? Et puis bien sûr, comme presque chaque semaine, bienvenue au grand bazar de la gauche. On brade tout, ça tangue dangereusement entre les différentes composantes de la NUPES. Est-ce le début de la fin pour cette union de la gauche ? Et puis enfin, on va revenir sur la passe d'armes à distance entre le pape François et le président à propos des migrants et de la fameuse phrase d'Emmanuel Macron qui fait polémique. Décryptage tout de suite avec nos invités. Alors pour en parler autour de la table, l'élite du journalisme politique, les top guns du décryptage, la crème de la crème. Et tout d'abord l'indispensable Émilie Zapalski, éditorialiste politique, communicante, patronne de Émilie Conseil. Bonsoir Émilie. Bonsoir David. L'inévitable François-Xavier Bourmeau, grand reporter au Figaro. Bonsoir FX. Bonsoir David. Et le tout aussi indispensable Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir. Alors, je vous rappelle la règle du jeu, mais vous la connaissez bien sûr. Pas de off, pas de langue de bois. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, notre premier sujet, c'est le grand plan sur l'écologie annoncé par Emmanuel Macron. Lundi, le président a conclu les travaux du Conseil de planification écologique. Il a expliqué ses objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre, secteur par secteur, et puis il a dessiné les contours, je cite, de son écologie à la française. L'objectif, eh bien, c'est simple, c'est la baisse des émissions de CO2 de 55% en 2030 par rapport à 1990. Et je le disais, le président a annoncé des objectifs très précis, notamment dans les transports, avec la bascule vers la voiture électrique, 100 € par mois pour l'achat d'un véhicule neuf pour les ménages modestes, et aussi le développement des transports en commun, des RER métropolitains, dans 13 villes de province. Comme d'habitude, très ambitieux pour certains, pas du tout à la hauteur pour d'autres. Ça, c'est des commentaires de bonne guerre, Émilie ? Oui, bah forcément, on s'attendait à ce qu'il y ait des critiques à droite à gauche. Ça a été un peu long, quand même, très long. Pour aboutir 14 mois. Il y a eu beaucoup de reports. On attendait ça. Donc, surtout que c'était une des priorités du quinquennat annoncé lors de la dernière campagne. C'était un quinquennat qui était censé être écologique ou qui ne serait pas. Ça, c'était ce qu'avait dit Emmanuel Macron dans l'entre-deux tours pour la présidentielle 2022. On y arrive. On a en effet des ambitions. On a un chemin de route, une feuille de route pour cette trajectoire. Ça a le mérite d'exister et de voir après si dans les actes, on arrive à avancer. Ce qu'on peut voir quand même, c'est la nature de ce plan, cette écologie à la française. C'est pas du tout un changement de modèle, ni au niveau des comportements, ni au niveau de la production. Alors si, on axe sur des filières un petit peu porteuses, véhicules électriques, pompes à chaleur, mais on continue à consommer, on continue à produire, parce que l'ADN du macronisme, c'est vraiment l'économie, c'est-à-dire la croissance économique. Il veut pas renoncer à ça sous prétexte de faire de l'écologie. Pourquoi pas ? Il faut voir si c'est réaliste, si on peut s'engager là-dedans, si c'est suffisant par rapport aux objectifs ambitieux qu'il propose et dans lesquels on est obligé, puisque c'est l'Europe qui nous oblige à ça. On va voir, mais en tout cas, c'est une écologie à la Macron, c'est-à-dire vraiment axée sur de la création de valeur économique. C'est un choix. Ça sera peut-être pas suffisant, mais en tout cas, c'est net. Et je pense qu'on peut lui laisser le mérite d'exister, ce plan-là, filière par filière, et de voir ce qu'on en fait et si ça porte ses fruits. Alors, il y avait quand même une énorme pression sur le président sur ce sujet, puisque, on le disait, c'était une des priorités de la campagne présidentielle de 2022, et puis que le bilan avait été quand même assez critiqué pendant le premier quinquennat. Est-ce que vous qui suivez le président pas à pas, François-Xavier Bourmeau, est-ce que vous pensez qu'il a convaincu ? Non, mais c'est difficile de convaincre sur l'écologie, parce que c'est un sujet aussi complexe que le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, vous lancez une mesure sur le pouvoir d'achat, à peine mise en place, et bien on vous en demande une autre parce que ce sera jamais assez. L'écologie, c'est exactement la même chose. Il y a un problème sur ce sujet, c'est les mesures pour l'écologie, elles ont de l'impact à très long terme, mais elles ont de l'effet électoral à très court terme. Alors qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est qu'il y a des élections européennes l'année prochaine, et que sur toutes les histoires des chaudières, des pompes à chaleur, tout ça, sur les mesures
punitifs, parce que l'écologie, faut pas se cacher. À un moment, il va falloir passer à la caisse. C'est pas forcément le moment de les mettre en œuvre, parce que ça risque de se payer dans les urnes aux élections européennes et de faire progresser, a priori quand même peut-être plutôt le Rassemblement national qui est l'adversaire désigné d'Emmanuel Macron. Donc l'écologie, il l'a traité, disons, comme une mesure un peu de moindre mal pour essayer de ménager cet électorat qui pourrait basculer et en tout cas conserver un peu de capital politique à l'issue de ce scrutin. Résultat, on a un plan qui est un peu en demi-teinte, qui est très ambitieux. Michel Michou, si j'ose dire, s'agissant d'écologie. C'est très ambitieux à long terme. Mais ça produira pas d'effet mécanique à court terme. Donc il y a un peu cet étau-là qui s'est refermé sur Emmanuel Macron. Alors, vous le disiez, l'écologie sauce Macron, c'est pas une écologie punitive. Je le cite, nous avons décidé d'encourager nos compatriotes sans interdiction, mais en les incitant à changer au plus vite. Par exemple, le cas sur les chaudières à gaz et les pompes à chaleur. On écoute tout de suite cet extrait de l'intervention du président. Là où nous aurions pu, comme certains autres, interdire totalement les chaudières à gaz, nous avons décidé, parce que nous sommes une grande nation de production de chaudières à gaz, d'être plutôt sur une politique d'incitation et d'encourager nos compatriotes sans interdiction, mais à changer plus vite, mais à développer une filière industrielle de production de pompes à chaleur, qui est un formidable levier de substitution, qui est beaucoup moins consommateur et émetteur, et de tripler la production de pompes à chaleur d'ici à 2027 et d'arriver donc à produire 1 million de pompes à chaleur sur notre territoire et de former en parallèle 30 000 installateurs. Cet objectif nous permettra de tenir nos chiffres de réduction d'émissions, mais nous permettra de créer, de développer véritablement toutes ces filières. Alors, c'est vraiment pas une écologie punitive, on l'a compris. C'est quoi la position d'Emmanuel Macron? C'est pour éviter une révolte? Est-ce qu'il faut voir là un peu les restes du traumatisme des Gilets jaunes? Je rappelle que le mouvement avait déclenché à l'hiver 2018 par la taxe carbone. Oui, absolument, mais c'est pas totalement absurde de considérer que, y compris l'environnement, doit être conjugué avec des questions de soutenabilité économique et sociale. Parce que de toute façon, si vous prenez des mesures absolument radicales et que derrière vous avez des changements de majorité politique qui amènent à un retour en arrière, la planète ne s'en portera pas mieux. Maintenant, ça montre aussi que personne n'est très très sérieux sur ces sujets d'écologie en France, parce qu'on a des discours à gauche, notamment la gauche radicale, qui en fait nous parle d'environnement pour mieux masquer que ce ne sont que des programmes d'anticapitalisme. Et je trouve qu'Emmanuel Macron n'assume pas véritablement sa fameuse philosophie de l'écologie à la française. C'était pas très compliqué de le dire pendant la campagne électorale présidentielle, pas plus que ça n'est très compliqué de le dire maintenant, en disant nous croyons à l'innovation, à l'inventivité humaine. Il aurait dû en faire plus sur ce thème du développement économique et de l'innovation. Parce que je pense que c'est aussi une guerre culturelle, parce qu'on a une majorité de gens qui sont un peu pétrifiés par les discours apocalyptiques et qui pour partie sont tenus à juste titre. Le défi climatique, il est absolument majeur, mais je pense qu'il faut offrir un véritable un modèle intellectuel pour dire comment nous nous positionnons par rapport à ça. Émilie disait tout à l'heure, Zapalski disait tout à l'heure, est-ce que c'est réaliste de miser sur la croissance? Mais en tout cas, ce qui n'est pas réaliste, c'est de miser sur la décroissance. Évidemment. Parce que de toute façon, ça n'est pas soutenable économiquement ni politiquement à l'échelle de la planète. Et il y a une grande étude qui a été publiée dans Nature, vous savez, la prestigieuse revue scientifique Nature, cette semaine, et qui montre que la décroissance serait mauvaise pour la planète, parce que, par le biais de la pauvreté, est toxique pour les pauvres. Parce que plus vous êtes pauvre et moins vous avez les moyens de préserver l'environnement ou d'essayer justement d'investir dans les solutions qui permettent de préserver. Le cercle vicieux total. Non mais absolument. Donc on voit bien que c'est juste une lubie d'anticapitaliste. Après, voilà, on est dans une société libérale, ils ont bien le droit de défendre les idées qui sont les leurs. Mais précisément, moi j'aimerais bien que Emmanuel Macron ou d'autres d'ailleurs soient capables de mieux définir la vision qui soutient leur action. Maintenant, je trouve que le plan est pour le coup, pas très crédible sur un certain nombre de points, notamment sur les véhicules électriques. Alors, on va en parler juste après. Vous citiez la question de la décroissance. Il a quand même rejeté les ruptures dans son discours, hein, je le cite. Il s'est démarqué de cette écologie radicale telle que peuvent aussi aujourd'hui l'incarner les Verts et la gauche. Oui, mais moderato, cantabile, disons. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de dessiner sa propre voie, loin de la décroissance, de la radicalité de EELV et d'une Sandrine Rousseau, par exemple. Je pense que, comme dit Jean-Sébastien Ferjou, c'est pas complètement abouti
abouti, sa vision de l'écologie, et il l'a fait au fur et à mesure. Vous vous souvenez, on n'est pas chez les Mormons. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Hein. Il a encore parlé dimanche dernier dans son interview à TF1 de la bagnole. J'adore la bagnole. Les Français adorent la bagnole. Donc on sent qu'il y a, il est vraiment entre deux. C'est vraiment le en même temps. Et moi, il nous avait dit qu'il fallait pas emmerder les Français avec toujours plus de C'est très pompidolien tout ça, puisque la phrase est de Georges Pompidou. On est Sauf quand que même nous dans ne sommes l'ancien plus en temps. 1970. On est dans l'ancien temps avec un monde qui a beaucoup bougé et ses exigences de transition écologique. Je suis d'accord qu'il pourrait avoir un projet beaucoup plus fort sur l'innovation. Ça crée, on peut pas emmener un peuple sur la décroissance ou sur l'anti-progrès. Ça va être difficile. Et lui qui cherche un élan, parce que c'est vrai que depuis le début du quinquennat, on voit pas cet élan de ce président bis, ça pourrait être un axe fort. Par contre, il me semble qu'il y a vraiment un manque, mais ça, on peut pas lui porter, il y a pas que lui, c'est sur le financement, parce que ça, on tourne autour du pot depuis le début. Jean Pisani-Ferry a donné ses idées un peu repoussées, parce que Jean Pisani-Ferry, c'était l'économiste qui avait contribué au programme économique de Macron en 2017. Proposé de taxer les riches. Il avait une commande sur le financement de la transition écologique et il a dit qu'a priori, on s'en sortirait pas, sauf en taxant les plus riches. On sait très bien que ça va être très compliqué, le financement, parce que si on veut continuer à produire, si on veut continuer à consommer, il va falloir qu'on épargne un petit peu les plus modestes. On le voit sur toutes les discussions qu'il y a en ce moment sur la rénovation des logements. Comment on fait pour les logements là qui sont les passoires thermiques, qui sont classés F et G. Avec la tentation pour le gouvernement de reculer une mesure qui devait rentrer en 2025. C'est le reflet des difficultés qu'on a à créer ce financement qui épargne les plus modestes, qui taxe peut-être un peu les plus riches qui peuvent se le permettre, parce que si on n'attaque pas ce problème-là, on va être coincé éternellement. Et là, je pense que la planification d'Emmanuel Macron, elle était très prudente là-dessus, très discrète. C'est quand même très français d'être obsédé par cette idée de tout régler par l'impôt. Parce que non, c'est pas par l'impôt, mais c'est pour protéger les plus modestes. La semaine dernière, a dit il faudra augmenter les dépenses publiques. On pourrait peut-être déjà les réallouer, les réorienter. Puis surtout qu'il y a des rapports de force à mener dans le monde, mais il y a l'espèce d'éléphant au milieu de la pièce au niveau européen qui est la transition énergétique allemande qui est totalement ratée. L'industrie allemande est en train de s'effondrer. Il y a une pollution au charbon qui est monumentale parce que les Allemands ont fait ce choix sur le nucléaire. Et en plus de ça, la France est pénalisée sur le nucléaire. Donc je pense qu'il faut être lucide et qu'il faut être réaliste et que ce sont des rapports de force et que ces rapports de force-là, nous ne sommes pas toujours prêts à les assumer et qu'Emmanuel Macron, en l'occurrence, ne l'assume pas vraiment parce que après, il a tendance aussi à céder un peu à l'intimidation idéologique. Regardez la thématique de l'isolation des logements. Il y a eu des études qui ont été faites aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne. C'est très bon pour les gens qui vivent dans les logements, mais il faut le faire pour des raisons sociales en quelque sorte parce que ça permet aux gens d'être mieux chauffés là où avant ils ne pouvaient pas se chauffer parce que ça leur coûtait trop cher dans une passoire thermique. En revanche, vous avez une espèce d'effet qui s'équilibre, c'est-à-dire que comme les gens peuvent enfin se chauffer, mais en réalité, ils consomment plus d'énergie, donc c'est à peu près neutre. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire que ça n'a aucun sens de casser le marché de l'immobilier, de casser le marché du logement comme on est en train de le faire, parce qu'on se rajoute encore plus de problèmes et on se rajoute encore plus d'indemnisation sociale dans le futur. Donc pour le coup, c'est pour ça que je vous dis il faut avoir une réflexion sur l'argent qu'on a à l'heure actuelle et pas toujours se dire tiens, en dépensant plus, tout ira mieux, parce que si c'était le cas, la France serait un paradis sur Terre. Alors justement, sur le social et les ménages modestes, il a lancé une bascule quand même, le chef de l'État, c'est sur la question de la voiture électrique, grâce à la location longue durée, le leasing en quelque sorte. On écoute ce deuxième extrait de l'intervention du président. Ce dispositif de leasing à 100 € pour les premiers modèles de véhicules électriques, ce ne sera pour l'année 2024 que quelques dizaines de milliers de modèles, mais ce sera l'ouverture de ce guichet. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous voulons qu'il soit juste, bien ciblé, et ensuite, nous voulons qu'il permette l'accès à des véhicules électriques qui sont produits en Europe. Qu'est-ce que ça vous inspire, François-Xavier Bourmeau, cette annonce c'est quoi ? Ça annonce quand même des chèques à tire-larigot dans les prochains mois. C'est un peu le quoi qu'il en coûte version écolo ? Oui, puis il y a surtout l'impression qu'il y a beaucoup de mesures gadgets qu'Emmanuel Macron essaye de brandir ici ou là, des mesures pour parler à l'opinion, pour essayer de faire comprendre qu'il mène une politique écologique, mais en réalité, il tourne autour du pot. Et d'ailleurs, il tourne autour du pot depuis le du pot d'échappement, en l'occurrence. Voilà, enfin, pas sur les voitures électriques, mais il tourne autour du pot d'échappement depuis le début de son premier quinquennat. Parce que quand on regarde, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été tentées. On ne sait pas ce que ça devient. À un moment, il y a eu un conseil de défense écologique. Qui était sur le modèle du Conseil de défense ou du Conseil, a perdu en cours de route. Conseil de défense sanitaire. On ne sait pas ce que ça devient, ce Conseil de défense écologique. Et après, il y a eu la Convention citoyenne sur le climat, avec le succès, pareil, en 2015 que l'on sait. Il avait annoncé qu'il reprendrait sans filtre toutes les mesures. Il n'en a pas repris même deux. Pas beaucoup. C'est pas les seuls. Il y en a une autre et qui est encore plus récente, parce que là, il a annoncé un Conseil présidentiel de l'écologie. On ne sait toujours pas ce que c'est.
qui se réunit, comment ça fonctionne. Donc, un machin, comme aurait dit c'est un théâtre d'ombre. Oui, en étant méchant. Mais en réalité, c'est compliqué sans doute pour Emmanuel Macron, parce que c'est pas un écologiste né, c'est quelque chose qu'il a découvert sur le tard, il s'y est mis tard. Il explique qu'il a la foi des nouveaux convertis, mais ça semble pas convaincre grand monde, en tout cas cette ligne-là. Juste un petit point en plus, en tout cas on peut ajouter que ça lui a jamais rien rapporté. Il arrête Notre-Dame-des-Landes, bénéfice politique nul, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le projet de Montagne d'Or en Guyane, bénéfice politique nul, arrêté aussi. Le méga centre commercial Europapolis, arrêté Europa City, arrêté à la demande des écologistes, bénéfice politique nul, ça lui rapporte rien. Pas une voix. Voilà, pas une voix, que des emmerdes. Donc on comprend que tourne un peu autour du pot. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la politique du gadget permanent, la politique écologique de Macron? Il fait ce qu'il peut. Il faut dire quand même que la transition écologique, il n'y a pas beaucoup de présidents qui se sont confrontés à ce sujet. On découvre un peu tous le sujet de manière plus pratique, j'allais dire, parce que ça fait 30 ans que les scientifiques nous alertent, mais on y va maintenant. Donc on peut c'est ce que disent les macronistes. En gros, ça fait 50 ans que personne n'a rien. Pardon, mais Copenhague et Jacques Chirac, notre maison brûle, c'était pas l'année dernière. C'était quelques années. Il y a eu plusieurs mandats présidentiels entre celui de Jacques Chirac et celui d'Emmanuel Macron. Enfin, là, on s'y met, donc voilà. Là, il y a les tempêtes. Moi, je pense que ça vient contrarier tous ses plans. C'est pas du tout son ADN. C'est pas du tout, voilà. Lui, il veut de la croissance économique, il veut de la compétitivité. Il veut que la France brille, il veut que les investissements étrangers soient là, il veut que les usines soient là, il veut la réindustrialisation, qu'elle soit carbonée ou pas. Voilà. Mais je comprends pas qu'ils saisissent pas, en effet, cette chance, parce que, encore une fois, ils cherchent un élan, ils cherchent quelque chose de porteur pour ce quinquennat qui est quand même très laborieux. Et ça pourrait être une voie, ça pourrait être quelque chose. Et il le fait à moitié ou en reposant sur, les véhicules électriques, super, mais on va pas faire toute la transition écologique sur les véhicules électriques. Il l'a dit lui-même, pour l'instant, on produit très peu de véhicules électriques français. On consomme surtout des véhicules électriques asiatiques. Sur les pompes à chaleur, c'est pareil. Le temps que la filière industrielle soit construite, c'est des bonnes envies, c'est des bonnes ambitions. Alors pourquoi il n'investit pas là-dessus, justement, puisque vous dites qu'il est sur l'industrie, sur le développement, le business. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis le paquet là-dessus? Je pense que même en termes de communication, même en termes de marketing, lui qui est si fort, s'il avait choisi quelques axes forts en disant, on va mettre le paquet, on va être les meilleurs de ce côté-là, les champions, comme la Suède a décidé, par exemple, d'agir dans sa transition écologique beaucoup plus vite que ce qui était prévu, qu'il fasse rêver sur l'écologie. C'est vrai que c'est pas facile. Ça veut dire vérifier ses arrières, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, les gilets jaunes, c'était ça qui était en jeu, c'était une taxe carburant augmentée et poum, d'un coup, qui avait créé une véritable révolte. Donc, mais il aurait pu trouver un axe. Et c'est vrai que c'est dans quelque chose d'assez prudent, qui essaie de concilier le tout. Et ça fait, on va voir ce que ça va donner. Jean-Sébastien Ferjou. C'est une somme de mesures qui, dans l'absolu, ont du sens, mais pas forcément projetées dans le réel. Regardez sur les véhicules électriques. La question qu'il y a derrière, c'est comment est produite l'électricité. Si vous produisez l'électricité comme l'a produit l'Allemagne, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il a encore décalé la fermeture de centrales à charbon. On n'a pas suffisamment investi sur le programme nucléaire français. Emmanuel Macron s'était inscrit dans les pas de François Hollande, a poursuivi sur la fermeture de Fessenheim. À un moment, oui, il y a des décisions qu'on prend en matière environnementale et qu'on doit payer pendant longtemps. Regardez les véhicules électriques, ce qui se passe. La Norvège, qui est le pays le plus avancé en matière de transition vers le marché automobile, du marché automobile vers les véhicules électriques, sa consommation de carburant ne diminue quasiment pas. Parce qu'il y a un énorme non-dit. C'est que ce sont des véhicules plus lourds et que pour les véhicules hybrides, bien souvent, les gens ne les chargent pas. Et quand vous regardez en France, la réalité, je peux vous parler à titre d'expérience personnelle. Vous avez un véhicule hybride. Exactement. Mais c'est que vous avez une borne sur deux qui ne fonctionne pas, Donc les gens y renoncent. Les grandes flottes automobiles, quand vous parlez à des patrons de très grandes entreprises, ils vous disent que leur consommation de carburant n'a pas diminué, voire elle augmente puisque ce sont des véhicules plus lourds et que leurs salariés ne les rechargent pas les véhicules parce que c'est trop difficile à faire. Donc arrêtons les illusions. Aussi, parce que la voiture électrique, ça peut avoir du sens dans la mesure où on est capable de produire une énergie qui n'aggrave pas le problème. Mais cela dit, il faut arrêter aussi avec les discours totalement apocalyptiques et dépressifs. Il y a eu un rapport cette semaine, mais c'est rare, mais un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, et qui disait que la transition est quand même très engagée vers d'autres énergies au niveau de la planète et que ça va quand même. Donc on va quand même dans le bon sens. Pas assez, mais je trouve que ces discours.
Non, mais c'est pas une raison pour ne pas en faire plus. C'est pris dans l'autre sens. Je vais vous dire, les discours apocalyptiques, ils ont tendance à pétrifier, parce que mais de toute façon, si tout est perdu et qu'on va tous être morts dans 5 ans, comme Extinction Rebellion nous l'explique, ça sert à rien. Donc autant continuer à vivre bien le temps que ça dure. Mais justement, du côté de certaines associations et de certains lobbyistes environnementaux, on pointe des réponses exclusivement techniques et financières, mais aucune impulsion en matière de changement de mode de vie. Et c'est vrai, pas un mot sur l'usage de l'avion, la consommation de viande qui a fait tant jaser ces derniers mois, ou la limitation de vitesse à 110 km/h. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas emmerder les Français, disait le président. 110 km/h sur l'autoroute. Il a évité les sujets qui fâchent vraiment, Emmanuel Macron ? Là, oui. Avec on en parlait tout à l'heure, mais l'échéance électorale, c'est compliqué de mettre des mesures punitives. Parler des européennes. Les européennes, oui. Mais il y a sans doute aussi autre chose qui explique le manque d'allant d'Emmanuel Macron sur ces sujets environnementaux. Il y a certes d'un côté une demande très forte de la société pour engager la transition écologique. Tout le monde est pour la transition écologique. Tout le monde est pour, mais de l'autre côté, et c'est Emmanuel Macron qui le dit lui-même, il y a une réalité qui est que la France représente 1% des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on peut vraiment, en engageant la transition écologique en France, changer l'avenir de la planète ? Tout seul avec son petit bras musclé, c'est ce que vous voulez dire. Oui, sans doute quelque chose, un aquabonisme du côté d'Emmanuel Macron qui le fait hésiter. L'industrie. Pardon. Non, je termine. Donc, ça rapporte rien sur le plan politique. C'est pas sûr que ça change le climat au niveau de la planète si on n'embarque pas derrière la France, la Chine, l'Inde, les États-Unis, enfin les grands pays émetteurs. Donc, sauf à vouloir apparaître comme le pays qui inventera la Déclaration universelle des droits de la planète sur le modèle des droits de l'homme, qu'est-ce que peut espérer retirer la France d'engager sa transition écologique ? En fait, pas grand-chose. Donc, c'est un combat un peu vain. C'est un peu le Make Our Planet Great Again, souvenez-vous, à l'époque, opposé à Donald Trump. Très rapidement, Jean-Sébastien Ferjou. Je pense que ça n'est pas vain, parce que si, regardez, on a eu un prix Nobel de chimie français il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus exactement, qui était en train de travailler sur quelque chose qui potentiellement permettrait de traiter les déchets nucléaires, c'est-à-dire le problème principal du nucléaire. Mais si on sait faire ça, pour le coup, c'est une source d'énergie nouvelle, massive pour la planète. Donc non, je pense qu'on peut être... Je suis absolument d'accord avec ce que vous disiez, François-Xavier, sur la réflexion, sur ça n'a pas beaucoup de sens quand on pèse 1% des émissions mondiales, de s'infliger des douleurs énormes si personne d'autre ne nous accompagne dans cet effort-là. En revanche, il ne faut pas renoncer à l'objectif, et l'objectif, il peut être atteint par l'innovation, par l'investissement. Je sais bien qu'il y a beaucoup d'écologistes radicaux qui font des fausses équivalences en disant qu'il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini, mais c'est intellectuellement complètement faux. Ce sont les mêmes qui, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, nous disaient que la France pourrait jamais nourrir plus de 28 millions d'habitants parce que c'était impossible. Si, on en nourrit 67 millions aujourd'hui. Eh bien, merci pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants, on se retrouve très vite pour la suite des opérations, en l'occurrence la rentrée de la gauche façon puzzle. À tout de suite. Ça reste entre nous. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Papa, chérie. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J, deuxième sujet de notre débat. François-Xavier Bourmeau, Émilie Zapalski, Jean-Sébastien Ferjou. Maintenant, on va parler de la gauche. Vaste programme, vaste sujet. La gauche qui s'était unie dans la NUPES après les législatives de juin 2002, mais qui en cette rentrée semble se déchirer de toutes parts. Et comme toujours, dans le rôle de l'artilleur en chef, eh bien, on retrouve Jean-Luc Mélenchon ou ses proches. Là, c'est Sophia Chikirou, la députée insoumise de Paris, qui a comparé le leader du Parti communiste, Fabien Roussel, au collaborationniste Jacques Doriot. Je cite, « Il y a du Doriot dans Roussel ». Alors je rappelle que Doriot, c'est quand même un membre du Parti communiste français qui avait basculé à l'extrême droite dans les années 30 avant de collaborer avec l'Allemagne nazie et de rejoindre la Wehrmacht. C'est quand même du brutal, non, François-Xavier ? On reste dans l'épure des relations entre les partis de gauche de l'échiquier. Ça monte très fort quand même. On monte d'un cran, mais ça n'a jamais été très très apaisé entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti socialiste. Ça a même été plutôt à couteau tiré. C'est d'ailleurs même un miracle que la NUPES n'ait pas encore explosé. Il y avait quand même tout pour que cet attelage hétéroclite valdingue dès les premiers jours. Malgré tout, c'est même un miracle qu'elle ait existé à l'époque des législatives. Et déjà qu'elle ait existé. Ça indique quand même qu'on semble vraisemblablement arrivé au bout de l'histoire.
On l'a vu avec les sénatoriales. Là, il y a des rancœurs qui se sont accumulés sur le fait de ne pas faire de liste commune. Le Parti socialiste est un peu retourné chez lui avec ses grands électeurs pour maintenir ses positions au Sénat. Ça a créé un précédent entre le LFI et le PS. et le PS, une partie des écolos. Donc Pas un seul sénateur insoumis donc au Voilà, Palais du malgré Luxembourg à l'issue des malgré élections de les dimanche demandes. dernier. Donc, maintenant, c'est la question de la durée de vie de la NUPES qui est posée avec, on revient toujours à cette même question de l'échéance électorale des européennes. Est-ce qu'il y aura liste commune ou pas? Est-ce qu'ils vont réussir à se réunir? La condition de la victoire de la gauche, c'est l'union. C'est simple, ça a toujours été le seul cas dans lequel la gauche a réussi à conquérir l'Élysée ou à s'imposer, c'est l'union. Est-ce qu'ils réussiront à faire l'union aux élections européennes? C'est pas parti pour. Justement, avec ces propos, on imagine que là, c'est quand même, ça sent le sapin, cette union aux européennes, après ces propos. Et puis même avant, les écologistes avaient déjà signalé qu'ils iraient probablement en cavalier seul, et parce que c'est porteur pour eux, en plus, ces élections. Donc voilà, on voyait déjà que ça craquait un peu à droite à gauche. Moi, je suis pas si sûr qu'il faille tout de suite jeter la NUPES, et d'ailleurs, on a souvent voulu l'acheter, même dès le lendemain des Vous croyez législatives. encore au lendemain qui chante pour la NUPES? Alors, je ne crois pas au lendemain qui chante. J'ai l'impression que ça reste une espèce de coquille transparente avec les uns et les autres et les égos qui commencent à s'aiguiser en vue de 2027, parce qu'on est même loin, pour Fabien Roussel, des élections européennes. On est déjà avec des visées et des portées pour 2027. Mais cette coquille, elle était là surtout pour les législatives. Pour les sénatoriales, elle n'avait aucun intérêt. Et pour les élections européennes, elle n'a pas beaucoup d'intérêt non plus pour les écologistes. Elle n'existera pas, disons-le clairement. Il n'y aura pas d'union aux européennes. Non, je pense qu'il n'y aura pas d'union. Mais il faudra voir quelle morphologie elle prendra à l'issue des élections européennes, si elle aura d'autres utilités. Est-ce qu'aux législatives, elle peut réexister? Il va falloir voir. Moi, je la mettrai pas tout à fait à mort. Après, sur Fabien Roussel, moi, j'ai l'impression que, on veut couper les têtes qui dépassent. C'est une tête qui dépasse fortement. Mélenchon veut couper les têtes qui dépassent, c'est ce tout que à vous voulez fait. dire. Il veut pas prévoir sa suite. Il veut pas tout de suite qu'on parle des autres qui pourraient le remplacer, malgré ses appels du pied. Je me souviens au lendemain, justement, de la présidentielle, en disant, je passe la main, faites mieux que moi. Ouais. Mais c'est d'ailleurs, je crois, le titre de son ouvrage qui va paraître oui, dans mais quelques il temps. le dit, mais il le fait pas. Il faudrait qu'il y a du mal à lâcher, c'est ce que il vous a du voulez mal dire. à lâcher, bon, on peut comprendre. Et Fabien Roussel les embête énormément. C'est quelqu'un qui séduit, en tout cas pour sa personnalité. Je sais pas beaucoup pour ses idées. C'est quelqu'un qui se confronte à des personnalités comme Édouard Philippe, qui rentre dans la danse aussi pour 2027. Donc, candidat c'est le communiste préféré de la droite. C'est le communiste, préféré de la droite. Il a des idées particulières. Il le fait savoir. C'est vrai que quand on voit la NUPES, c'est la seule voix qui existe un petit peu comme personnalité qu'on reconnaît. Au niveau des sondages, il commence à être sondé, il commence à prendre son importance. Il a sa communication à part. Après, au niveau des idées, est-ce que ça crée une certaine cohérence et par rapport à ce que porte le Parti communiste et par rapport à ce qu'il vend? Je suis pas si sûr, mais la NUPES et Jean-Luc LFI ne supportent pas que cette tête dépasse, ça, c'est sûr. Justement, je vais vous attirer un peu sur le terrain de la psychologie, voire de la psychanalyse politique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Jean-Sébastien Ferjou, avec Jean-Luc Mélenchon? Parfois, ça relève un peu du sadomasochisme. Les relations entre Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon, quand on voit leurs échanges sur Twitter, on se dit que c'est un grand exercice. Là encore, SM. c'est du brutal. On a l'impression que Mélenchon, il s'emploie à torpiller méthodiquement lui-même l'alliance de la gauche qu'il avait quand même fondée il y a un peu plus d'un an, on le disait, avec quand même un certain succès. Oui, mais je pense qu'il y a deux Mélenchon. Il y a un peu un côté Dr Jekyll et Mr Hyde. Il y a un Jean-Luc Mélenchon. Dr Jean-Luc et Mr Mélenchon. Exactement. Non, mais il y a un Jean-Luc Mélenchon, républicain, qu'on a connu justement au Parti socialiste, ancien sénateur, etc., qui essaye de miser sur une union de la gauche parce qu'il comprend, il a quand même une grande intelligence politique et de l'opinion française. Il comprend qu'il y a une attente vraiment du peuple de gauche, comme on dit, d'une forme d'union. Après, est-ce qu'elle est possible? C'est encore une autre question, mais il y a une attente, elle est incontestable. Et puis il y a l'autre Jean-Luc Mélenchon, le trotskiste, le lambertiste, celui qui croit à la révolution, celui qui espère la révolution, qui a essayé d'utiliser le conflit des retraites pour que tout pète, vous savez, celui qui théorise la conflictualisation permanente, celui qui a essayé de surfer sur les émeutes en se disant c'est peut-être le moment où ça va basculer, celui qui se dit peut-être après tout que si le Rassemblement national était élu, ça ne serait pas si mal que ça, puisque nous sommes minoritaires, nous n'y arrivons jamais par la voie des urnes. En revanche, dans le cadre d'émeutes massives dans le pays, peut-être nous pourrions prendre le pouvoir. Et il y a ces deux Jean-Luc Mélenchon-là, l'un est compatible avec le Parti socialiste, LV, etc. L'autre ne l'est absolument pas. Je pense qu'il est complètement absurde de la part du Parti socialiste, des Verts
ou des communistes d'imaginer que l'autre, enfin le docteur, je ne sais plus lequel est le méchant, mais bref. C'est le docteur Mélenchon, je crois. Oui, voilà, que le docteur Mélenchon, de toute façon, finira toujours par l'emporter, parce que c'est pas comme s'il maîtrisait en permanence ses nerfs. On est heureux qu'il ne soit pas policier, parce que face à des manifestants avec des barres de fer, je pense que là, il y aurait beaucoup de morts. Mais il y aurait violence policière. Mais surtout, je pense qu'il est en train d'arriver à la gauche. Vous savez ce qui est arrivé finalement aux Républicains aux États-Unis. C'est-à-dire que pendant des années, ils ont fermé les yeux sur les Tea Parties. Vous vous souvenez, ces gens en disant, on s'en fout, il y a des gens qui sont hyper radicaux, qui croient que le monde a été créé en 7 jours, c'est pas grave tant que l'establishment à Washington tient bon. Et puis ils ont été dépassés et puis ça a donné le Trumpisme. Et ben je pense que la gauche, c'est exactement ce qui lui arrive en ayant laissé justement tous ceux qui étaient sur des thématiques extrêmement radicales, sociétales, etc. Ils ont empli tout l'espace comme ils ne pensent plus grand-chose sur le reste, sur plus vraiment de vrais discours économiques et sociaux. Et c'est en train de les rattraper. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ils seront bouffés par leur minorité. La frange radicale. Sauf à ce qu'ils soient capables à un moment de rompre clairement. Mais c'est pas juste rompre clairement l'enjeu, parce qu'on voit bien que Bernard Cazeneuve ou d'autres ont rompu clairement. Mais ils n'ont pas inventé de nouvelles donnes idéologiques. Il faudrait rompre clairement et avoir une proposition politique qui tienne la route. Émilie, c'est une occasion ratée parce que le contexte actuel appellerait quand même à des idées justement qui relèvent souvent de la gauche. On est en pleine inflation. C'est vous qui le dites. En tout cas, ça peut être une réponse. En tout cas, c'était à la base la gauche, le projet de la gauche, et de s'adresser notamment aux classes moyennes, aux classes populaires, ce qui n'est plus du tout le cas. Et c'était vraiment, il me semble, un contexte favorable à monter sur ces idées-là. On voit qu'ils ne sont pas du tout là. Comme dit Jean-Sébastien, ils sont plus sur des questions sociétales, sur des nœuds, des polémiques qui sont pas très porteuses. Et qui bénéficie, à l'inverse de ces thématiques-là, c'est le Rassemblement national. On a l'impression qu'en ce moment, tout le monde va se disputer, les classes populaires, les classes moyennes. Le RN a pris de l'avance sur ces thématiques-là de pouvoir d'achat et de classe moyenne. Tout le monde essaie de monter là-dessus. La gauche est complètement inexistante. À droite, ils commencent à se secouer, et les macronistes aussi. Gérald Darmanin qui montait sur ce sujet, Édouard Philippe aussi. On voit bien qu'il y a un véritable enjeu. À la NUPES, mis à part François Ruffin qui s'est dit « Ah bah tiens, ça serait peut-être bien de remonter sur ces classes populaires qu'on a abandonnées il y a des dizaines d'années », personne n'en parle et il se bouffe le nez plutôt que commencer à monter sur ces sujets. Vous avez tout à fait raison, puisque pour avoir suivi le Parti Socialiste pendant des années, on nous expliquait il faut reconquérir les classes populaires, il faut reconquérir, alors que ça fait en réalité aujourd'hui, je pense, près de 30 ou 40 ans que le PS, en l'occurrence, les a perdus. Alors on va écouter quelqu'un qui déplore effectivement ces propos et cette ambiance à gauche, c'est l'écologiste Sandrine Rousseau. Est-il possible de continuer dans ce climat? On écoute tout de suite. Oui, j'espère qu'il est possible de continuer ensemble parce qu'en fait, vous condamnez les propos de Sophia Chapiro. Mais j'ai dit que moi je ne les aurais pas dit et que voilà, je pense que ça n'est pas comme ça. Ça n'est pas comme ça qu'on parle de manière. Vous les condamnez politique. pas. Mais oui, je les condamne bien sûr. Mais ce qui me semble vraiment très important à dire là, c'est que il serait impardonnable. Et je pose les mots, il serait impardonnable pour bien des Français et Françaises que nous soyons dans une attitude de cours de récréation à gauche. Et que nous devons absolument faire en sorte de poser une alternative au libéralisme et à l'extrême droite. Et qu'il est de notre responsabilité aujourd'hui de le faire. Bon, poser une alternative, on est quand même assez loin. François-Xavier Bourmeau, à quoi il joue Jean-Luc Mélenchon? Il a compris que certains de ses partenaires du PS, de LV, du PCF, mais aussi des Insoumis, au sein même de son propre parti, puisque ça grogne, ce qui est une nouveauté, il a compris que ses partenaires voulaient se débarrasser de lui pour 2027. C'est très clair, non? Oui, puis alors il faut bien comprendre que la clé de la NUPES, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est son jouet. Aujourd'hui, il est tenté de le casser parce que forcément, il se rend compte que ça va pas lui être si utile que ce qu'il espérait. Parce qu'au bout du compte, on voit que ça pousse quand même autour de lui pour essayer de le remplacer. Il y a chez la France Insoumise, il y a quand même plusieurs personnalités importantes du mouvement qui commencent à s'éloigner un peu. Donc François Ruffin, on en parlait, mais aussi Clémentine Autain ou Alexis Corbière. Enfin, on sent que ça quand même, c'est en train de bouger. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que le moment qu'est en train de vivre Jean-Luc Mélenchon, c'est un moment qu'il a déjà vécu il y a quasiment 5 ans, jour pour jour. C'était le moment « La République, c'est moi ».
pendant un an. À l'occasion des perquisitions dans le siège du mouvement Insoumis, dans le cadre de l'enquête sur les financements des assistants parlementaires et les emplois fictifs au Parlement européen. C'était à peu près un an et demi après la première élection d'Emmanuel Macron. Les Insoumis avaient animé l'Assemblée nationale avec les paquets de pâtes et en développant une sorte de chahut dans l'hémicycle. De guérilla permanente. Qui avait fait qu'on avait vu que eux pendant un an et demi, pendant que le RN prospérait calmement de son côté. On est exactement dans la même situation aujourd'hui. Le Rassemblement National, sauf la différence, c'est que le Rassemblement National, ils sont aujourd'hui 89, ils ont des cravates, ils jouent le jeu, et en face, on a eu un an et demi de guérilla parlementaire et d'outrance dans l'hémicycle. On arrive à un moment où LFI se rend compte que ça fonctionne pas, en réalité. D'avoir fait rentrer le chaos à l'Assemblée nationale, ça ne produit absolument rien, que ce soit en termes d'amendements pour colorer, modifier les lois, et là, il y a la même impasse qu'il y a 5 ans, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Le chahut, ça fonctionne pas. Est-ce qu'on rentre dans le rang ou pas ? Est-ce qu'on change de stratégie ? Et Jean-Luc Mélenchon, il est coincé dans ce moment-là, comme il y a 5 ans. Parce que Jean-Sébastien Ferjou, on voit la fracture que j'évoquais tout à l'heure, effectivement, c'est pas du hasard, cette stratégie du chaos, c'est une stratégie pensée. Alors bien sûr, si on est réformiste, comme le Parti Socialiste ou Europe Écologie et Verts, ou comme une partie, vous le disiez, de la France Insoumise, ça n'a pas de sens, parce que effectivement, vous faites un bilan et vous vous rendez compte que vous n'avez rien obtenu. En revanche, ne rien obtenir sur les retraites, c'était l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'encore une fois, il veut attiser la colère sociale pour qu'il y ait une rébellion. Il le répète suffisamment. Enfin, à un moment, ouvrons les yeux. La France Insoumise, enfin, il y a un noyau et je parle pas de toute la France Insoumise, mais Emmanuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon, il y a des gens qui sont lambertistes. Ils ont fait élire le porte-parole du parti ouvriériste international à Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis. C'est d'ailleurs dans les locaux du fameux parti en question, enfin, qui veut la révolution. C'est pas moi qui l'invente, c'est ce qu'ils disent officiellement. N'importe qui peut aller le vérifier sur Internet. Ils veulent la révolution, c'est là qu'ils tiennent leur réunion, Jean-Luc Mélenchon, et c'est plus proche. Et vous voyez bien que la France Insoumise n'est pas un parti qui correspond à un parti démocratique, ce qu'on connaît dans le centralisme, ou alors c'est du centralisme démocratique. Non, c'est plutôt la Jamaïria libyenne, vous savez, où soi-disant le pouvoir était au peuple libyen. Enfin, et le colonel Kadhafi n'avait aucun titre particulier, ça n'avait échappé à personne. C'était quand même le colonel Kadhafi qui menait d'une main de fer, et que tous ceux qui n'étaient pas d'accord, il y avait Mélenchon Kadhafi mène combat. Non, mais sur le modèle politique. Et c'est quand même ça, et même le fait de parler de Doriot, etc., ça renvoie à toute la rhétorique des purges. Enfin, il y a un moment, ça renvoie à ce qu'on a connu dans les années 30, les procès de Moscou, ce qu'on a connu en Tchécoslovaquie. Enfin, voilà, ils sont dans cette mentalité-là. Donc, entre stalinisme et trotskisme. Ce qui est étonnant de la part de tous leurs alliés qui, eux, sont réformistes, c'est quand même, il y a eu l'histoire du XXe siècle, c'est quand même, ils le disent ouvertement ce qu'ils veulent et quand ils veulent la révolution, et qu'ils ne l'entendent pas. Mais ce niveau de surdité, ce degré de surdité-là, moi je ne me l'explique pas. Mais parce que ces partenaires avalent des couleuvres, le PS, ELV, le PCF, tout simplement parce que grâce à la NUPES, ils ont obtenu des sièges, des financements, des groupes parlementaires. Oui, ils sont un peu coincés. Oui, mais enfin, il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire où vous pouvez gagner dans un temps et que ça vous fasse perdre beaucoup plus ensuite. C'est possible que ça se passe ainsi. Moi, il me semble que ce qui leur fait du mal, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est en miroir ce qui se passe au Rassemblement National, parce que c'est vrai qu'on a une politique spectacle, du buzz, des cris, des larmes, ça hurle de tous les côtés et ça n'obtient rien du tout. Et en face, on a la politique de la cravate, on se porte bien, on se tient bien, on ne dit rien, à tel point que dans les sondages, c'est plutôt LFI et la NUPES qui fait peur plutôt que le Rassemblement National. Absolument. Qui continue à tracer son sillon d'un parti respectable, qui peut obtenir des fonctions étatiques, qui peut très bien, qui a ce sérieux-là. Et ça fait mal, et ils n'arrivent plus à récupérer sur ce rythme-là. Oui, Xavier. Alors, effectivement, du côté du RN, mais aussi au sein même de la NUPES. Il y a ce contraste qui s'opère. On parlait de Fabien Roussel tout à l'heure. Il y a un député communiste qui est très intéressant à suivre, c'est André Chassaigne. André Chassaigne, c'est le républicain pur jus qui joue le jeu de la démocratie parlementaire. Il est communiste, il est totalement opposé à la ligne du gouvernement, mais il négocie des amendements. Et il obtient des amendements parce qu'il les défend de façon concrète, technique, il fait de la politique, il discute, voilà, professionnel. Et ça, ce petit truc-là, ça se voit aussi au sein du groupe parlementaire. Au sein de LFI, il y en a qui voient bien que le communiste Chassaigne, quand il demande un truc, il a une chance de l'obtenir, contrairement à LFI. Et le comble, c'est, si j'ai bien compris, les députés RN, par contre, ils travaillent pas beaucoup plus, mais en tout cas, ils récupèrent les fruits de ce qu'ils ne s'aiment même pas. Dans l'opinion. Merci pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants. On se retrouve très vite pour la troisième mi-temps et le match entre le président Macron et le pape. À tout de suite.
entre nous. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Baudalone, ça reste entre nous. Radio J, ça reste entre nous. Troisième et dernier round de notre débat. François-Xavier Bourmeau, Émilie Zapalski, Jean-Sébastien Ferjou. Et là, le sujet, c'est le match au sommet qui s'est déroulé au Vélodrome ou plus généralement à Marseille. Ce n'était pas au MPSG, vous l'avez vu, qui a été clôturé dimanche par un joli 4-0 pour l'équipe parisienne, mais bien entre le pape François, qui était donc dans la cité phocéenne ce week-end, et le président Macron qui assistait à la messe donnée par le souverain pontife. Mais les deux hommes ne sont pas forcément d'accord, loin de là. Alors d'abord, on va revenir sur le vibrant appel du pape à secourir les migrants qui traversent la Méditerranée, où 30 000 personnes ont perdu la vie en 10 ans. Je le cite, ouvrez les guillemets, « Ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas, ils cherchent un accueil ». Alors, un message évidemment extrêmement politique qui visait explicitement l'Italie en première ligne, mais aussi la France, Jean-Sébastien Ferjou. Oui, bien sûr, mais c'est un message. Enfin, l'Église ne peut pas tenir un autre message. C'est la parole de l'Évangile. Enfin, Jésus, c'est j'étais étranger, tu m'as accueilli. Voilà. Enfin, donc maintenant, ce que le pape ne dit pas, parce qu'il y a ce qu'il dit, et puis moi je trouve qu'il y a ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire que l'accueil, l'hospitalité, ça n'est pas la même chose que le droit à la citoyenneté. Quant au respect. Il y a le respect, évidemment. Moi, je respecte totalement la parole du pape quand il parle de cette mondialisation de l'indifférence. Il a d'ailleurs employé un mot encore plus fort, me semble-t-il, à Marseille, sur notre indifférence, et d'ailleurs sur toutes les indifférences, parce que ça, on l'oublie un peu plus en France, on a moins envie de l'entendre, mais il parle aussi de la protection de la vie sur la fin de vie, pour les personnes âgées ou les personnes dépendantes, et sur le début de la vie, en faisant référence à l'avortement. Donc ça, évidemment qu'il est dans ce rôle, mais Jean-Paul II, vous savez, disait la même chose. Benoît XVI disait la même chose. Simplement, ils articulaient le message de manière différente. Ils disaient que ça devait se faire dans le respect des lois et des nations. Parce que pour le coup, dans l'Évangile... parce que dans l'Évangile, il y a effectivement l'idée des nations. Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, ou il s'adresse aux Romains, il ne s'adresse pas à l'humanité dans son ensemble. Et ça, c'est comme si François l'oubliait totalement, mais parce que c'est un Argentin. Il raisonne comme un homme. Il ne comprend pas l'Europe. Je suis pas sûr qu'il apprécie beaucoup l'Europe ni son histoire, et moi je trouve qu'il oublie une dimension absolue du sujet qui est le respect. C'est-à-dire, oui, bien sûr, les Européens doivent respecter la misère et les plus fragiles et dans la mesure du possible les aider, mais il faut aussi demander quelque chose à celui qui vient, c'est-à-dire de respecter aussi la société d'accueil. Ça n'est pas parce qu'on est en situation de misère que vous n'avez plus aucun devoir d'humanité qui pèse sur vous. Pour le coup, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le pape était allé à Bahreïn et il avait eu un message assez ferme vis-à-vis de l'islam, en disant que l'islam devait faire son examen, parce que nous ne nous cachons pas derrière nos petits doigts, derrière la question des migrations, il y a aussi la question de la crainte des Européens d'une forme de projet politique, d'un islamisme politique. Et le pape avait dit, il faut que les musulmans eux-mêmes nettoient devant leur porte et soient capables il suffit pas de dire que l'islam est une religion de paix, il faut agir. Et ça, je trouve dommage qu'à Marseille, il n'ait pas eu... Non pas, moi je lui demande pas d'effacer son autre discours, c'est la parole de l'Évangile, il est parfaitement dans ce rôle, mais d'oublier ça, ça me paraît
étrange, et ça, encore une fois, me semble-t-il, montre le fait qu'il ne comprend pas l'Europe. Alors, cette position du pape, elle a suscité des réactions politiques en France, bien sûr, et notamment de la part du RN, du Rassemblement National, et Jordan Bardella disait justement que le pape, je le cite avec mes mots, mais en tant qu'Argentin, ne comprenait pas forcément la situation en Méditerranée et en Europe du Sud. Émilie Zapalski. Alors, moi, je trouve que quand même, pour revenir, c'est intéressant quand même que le pape, moi, je suis très contente qu'il y ait eu ce sujet-là, parce que on a un Emmanuel Macron vis-à-vis de ces sujets qui est pas toujours très clair. Et le projet de loi immigration qui arrive bientôt à l'Assemblée nationale, il est pas très clair. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qu'a déclaré Emmanuel Macron dimanche soir à la télé n'est pas beaucoup plus clair non plus. Je vous arrête, je vous interromps. On va l'écouter tout de suite. Le président répondait au pape François. C'était dimanche soir aux 20h de TF1 et France 2. On l'écoute. Donc la France fait sa part. Mais il faut ce message d'universalisme. Moi, je ne suis pas indifférent. Et nous devons être humains, accueillir en particulier ceux qui fuient des conflits. Mais on doit aussi être rigoureux parce qu'on a un modèle social qui est généreux. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Référence, bien sûr, à l'ancien Premier ministre socialiste Michel Rocard. Émilie, je vous laisse reprendre. Eh bien, je trouve que c'est intéressant parce que alors Emmanuel Macron était très content de recevoir le pape. C'était pas gagné. Il fait sa messe. Il a été très critiqué pour sa participation. Il a été critiqué, mais ça fait des belles images. Il y avait quand même cet élan. D'ailleurs, il a voulu s'en féliciter. Il a félicité tous les Français de ça. Bon, voilà. Et le pape lui met cette question-là que tout le monde se pose et qui va être débattue à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il répond ? Il répond quand même. Déjà, moi, je trouve qu'il a donné des signaux un petit peu plus sur un projet de loi immigration à droite, un petit peu plus connoté à droite. Parce que peu plus tourné sur la répression que sur l'intégration. Il me semble, parce que dans les deux volets qui sont présents dans le projet de loi qui va arriver, c'est un volet de régularisation des sans-papiers pour les métiers en tension. Et là-dessus, il a dit, ah oui, mais attendez, quand même, on va faire passer les Français. C'est ce qu'il a dit dimanche soir, en disant, faut d'abord gratter... C'est un raisonnement, soit dit en passant, totalement absurde, parce que la question, c'est des gens qui ont un emploi sans avoir de papier. On va pas dire, on va substituer un Français à celui-là. Non, puis il y a des Français qui voudront toujours pas faire des tâches qu'ils considèrent il faut rappeler aux auditeurs que le projet de loi immigration dont vous parlez, il a deux volets. Un volet plutôt répressif et ce volet de régularisation. À faciliter les expulsions, les obligations de quitter le territoire français. Et de l'autre, effectivement, un volet de travail pour régulariser les sans-papiers dans les métiers en tension. Oui, mais alors donc, il s'est un petit peu dévoilé sur cette partie régularisation. C'est une ligne rouge des Républicains qui ne veulent pas voter un projet de loi s'il y a ce volet-là de régularisation. Donc, il a un peu atténué ce volet-là, il me semble, dans ses propos de dimanche soir. Mais alors, sur l'autre partie de répression, il s'en remet. En tout cas, voilà, c'était très flou, c'était très flou et pas très précis. Et sur l'autre volet, moi, j'ai trouvé qu'il était quand même un peu gonflé, excusez-moi l'expression, mais il s'en remet à l'Europe. Alors oui, c'est l'Europe qui a réponse à tout, mais on voit bien que l'Europe n'a pas réponse à tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait des sur l'immigration, c'est quand même une catastrophe. Et il s'en remet toujours en disant, on a fait notre part, bon, moi je demande à voir, et puis c'est l'Europe qui doit réagir, il est en négociation avec, il va voir Giorgia Meloni qui appelle à l'aide de l'Europe, mais on voit bien que l'Europe, pour l'instant, est complètement sèche sur ces questions-là. Donc moi, je le trouve en effet pas très précis. Je trouve que son orientation est quand même un peu plus à droite que ce qui était prévu sur un projet de loi en même temps. Mais voilà, il faudrait, et je trouve que c'est intéressant que le pape lui ait donné cette occasion d'éclaircir son propos, mais c'est pas encore fait. Alors François-Xavier Bon, vous êtes très informé sur la façon dont se préparent les allocutions, les interventions présidentielle. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de reprendre cette fameuse phrase de Michel Rocard, l'ancien Premier ministre PS, qui date, il faut quand même le dire, de 1989, donc, si je ne me trompe pas, il y a 34 ans. Pourquoi cette référence ? Qu'est-ce qui cherche à faire passer comme idée le président ? C'est une référence explicite grâce à une citation tronquée. En réalité. Oui. Vous avez il faut l'autre bout de la phrase. Voilà, parce que l'objectif du projet de loi immigration, c'est de manier humanité et fermeté. Bon, Macron, comme tous les projets de loi immigration depuis 40 ans de la droite et de la gauche. Voilà. C'est toujours la formule un peu fourre-tout. Le volet répressif et puis le volet humanité avec la question des visas. La phrase originale de Michel Rocard, c'est « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit y prendre sa part ». C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron cite la moitié de la phrase, il insiste plus sur le volet fermeté. Donc on a l'impression qu'il y a un indice dans cette façon de parler du projet de loi immigration. Ça va quand même plutôt pencher du côté de la répression que du côté de l'humanité, ce qu'on pouvait ressortir de cette chose-là. Puis il y a autre chose de frappant, c'est quand même utiliser la venue du pape pour parler de ça. Parce que, bon, alors,
On nous a abreuvé pendant toute la semaine d'avant des relations entre Emmanuel Macron et le pape. Ils se tutoient, tout ça. Bon, ça avait fait scandale. On avait considéré que sa présence à la messe, on en a parlé ici la semaine dernière, était une atteinte épouvantable à la laïcité. Voilà, et puis surtout sur la relation avec le pape, comme en écho avec celle avec Charles III d'ailleurs, où il passe la main dans le dos, tout ça. Donc il y a toujours cette volonté de mettre en avant une grande proximité entre les grands de ce monde et Emmanuel Macron. Remarquez qu'à l'issue de cette séquence, on ne sait toujours pas quand Emmanuel Macron croise le pape François, s'il lui dit bonjour François ou bonjour ta sainteté. Ça n'a pas été éclairci. Mais mettre en avant la relation... Très importante question. Il le tutoie ou pas? Bon, non, mais recevoir le pape, c'est aussi s'adresser à une partie de l'électorat, la droite catholique, puis après tout, la France est réputée être la fille aînée de l'Église, donc il y a une large part de l'électorat à qui Emmanuel Macron veut s'adresser à travers cette rencontre avec le pape. Je ne suis pas sûr que mettre en scène un peu de tension avec le souverain pontife, ce soit la meilleure des choses pour s'attirer les faveurs de l'électorat. De manière générale, au bout du compte, est-ce que mettre en scène est favorable? C'est-à-dire que Jean-Sébastien Ferjou, comme d'ailleurs cette interview dans son ensemble, enfin parler pour ne rien dire, ça ne fait que démonétiser la parole publique. C'était quand même ça. Je ne sais pas qui a retenu quoi que ce soit. L'interview de dimanche soir. À part l'interview, à part la décision sur le retrait du Niger, mais qui n'était même pas vraiment ni expliqué ni qualifié. Il n'y avait aucune projection dans l'avenir. C'est vraiment prendre la parole pour ne rien dire et ne rien expliquer aux Français. Et sur la phrase de Michel Rocard que vous évoquiez, on oublie aussi une autre partie de la phrase, qu'il y a celle que vous évoquiez, François-Xavier, effectivement, mais elle doit en prendre sa juste part. Mais avant ça, Michel Rocard, avait aussi dit la France a un modèle social très généreux et donc elle ne peut pas. Et là, c'est bien la contradiction qu'il faut résoudre. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir l'État-providence au niveau auquel il est en France avec des flux massifs de migration. Ça n'est économiquement pas possible. Et une autre question, parce que le monde a changé, c'est pour ça que ça n'a pas beaucoup de sens de s'appuyer sur Michel Rocard. Émilie Zapalski n'est pas d'accord. La démographie peut-être nous poussera à aller un petit peu plus vers un accueil plus favorable des immigrés, comme ça a pu être le cas dans certaines années en France. On fait la distinction parce que le droit international nous l'impose et parce que humainement, évidemment, que nous devons faire cette distinction entre l'asile, c'est-à-dire pour des personnes qui sont persécutées pour leurs opinions politiques, pour leur orientation sexuelle, etc., et les migrations économiques. Sauf que quand vous regardez ce que sont devenus et la jurisprudence européenne, c'est-à-dire que vous avez quasiment la moitié de la planète qui est éligible au droit d'asile dans les pays occidentaux, notamment sur les questions d'orientation sexuelle. Est-ce que nous pouvons accueillir la moitié de la planète en restant à modèle social égal? Enfin, je pense que tout le monde a la réponse. Justement, il y a eu plusieurs versions de cette phrase, vous en avez cité deux. Il y en a aussi une troisième que j'ai retrouvée, là encore en 1989, Michel Rocard. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, il s'était expliqué à cette occasion. La France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique, mais pas plus. Ça dit bien ça. Mais il faut quand même un peu revenir à la réalité, parce que... Émilie Zapalski. La réalité, c'est ce qu'on a les moyens. La réalité, c'est la réalité des chiffres aussi, parce que évidemment, si on se base sur les chiffres du Rassemblement National ou de Reconquête, alors on est dans une submersion totale, européenne, française. La fameuse submersion migratoire. Le grand remplacement, c'est pour demain ou après-demain, ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai. Parlons des chiffres. Des mouvements. Combien y a-t-il eu d'arrivées en France l'année dernière? Non, mais parlons des chiffres. Les rattrapages par rapport au Covid et se baser sur des chiffres post-Covid, combien y a-t-il de régularisation chaque année? C'est complètement combien biaisé. Y a-t-il de régularisation chaque année? Moi, je pense que... Mais moi, je vous pose une question précise. Si vous dites que les autres dites n'importe quoi, répondez-moi précisément. En trajectoire de plusieurs années, et pas en se concentrant sur des années post-Covid, où il y a eu beaucoup d'arrêts, où on en a souffert même, parce que personne n'était là pour faire la cueillette des fraises, ou la cueillette de je sais plus quel fruits ou légumes. Les Nations Unies elles-mêmes qui sont favorables aux migrations disent que nous allons vers des flux massifs. On est à 0,02 ou 0,02. C'est totalement absurde. Émilie, l'année dernière, on est déjà... On peut se faire peur, on peut se dire qu'on va être mangé par les Arabes et les Noirs. Je trouve que... Juste pour finir sur cette phrase... Non, mais les chiffres sont importants, pardon. Il y a en France désormais moins de 700 000 naissances chaque année. Il y a 500 000 personnes qui sont arrivées l'année dernière. La démographie va nous pousser à accueillir beaucoup plus d'immigrés parce que pour régulariser notre modèle social... C'est un projet politique, mais je suis désolé, quand on a 700 000 naissances d'un côté, 500 000 arrivées de l'autre et entre 20 et 40 000 régularisations chaque année, je suis désolé, chacun est capable de se rendre compte que ça a un impact sur la sociologie du pays. L'INSEE le dit. Mais ça ne veut pas dire qu'on le refuse forcément et qu'on sera peut-être obligé de l'accepter. Vous ne pouvez pas nier que ça change la réalité de la société française. Il y a 400 000 naissances en Italie, moins de 400 000 naissances. Jean-Sébastien, c'est pas une probablement 200 000 arrivées cette année. Il faut arrêter avec la peur de l'immigration. Ce débat, les amis, ce débat est en cours, il n'est pas terminé. Juste, je voudrais revenir sur un point que vous aviez évoqué à plusieurs reprises. Pour vous, ce positionnement du président,
c'est un durcissement, en fait, de remuscler le discours, notamment sur la droite. Je pense au projet de loi immigration. Ça veut dire que le projet de loi immigration, il ne va prendre en compte que le côté répressif et laisser tomber tout ce qui est régularisation, travail et humaniste. François-Xavier. Et pour Emmanuel Macron, c'est le risque. On a beaucoup dit que la mère des réformes et le plus dur pour lui, c'était la réforme des retraites. Mais en réalité, l'épreuve de vérité du macronisme, c'est le projet de loi immigration. C'est le projet de loi qui doit marier la droite et la gauche. Le fameux en même temps emblématique. S'il penche trop d'un côté, Emmanuel Macron aura basculé d'un côté ou de l'autre du cheval. Mais vous semblez dire que c'est le cas, qu'il est en train d'abandonner le volet régularisation. Alors quand on regarde ce qui s'est passé au Sénat aussi, on se rend bien compte que ça va quand même plutôt pencher à droite. Il y a aussi un autre volet qui fait que ce projet de loi immigration va être un révélateur, une épreuve de vérité pour le macronisme. C'est tout le volet européen qu'il comporte. Il l'a dit dans son interview l'autre soir, il n'y a pas d'autre solution que européenne. Donc dans le projet de loi immigration, il y a vraiment ces deux volets. Le dépassement des clivages, droite et gauche, pour faire adopter ce projet, est-ce que ça va marcher ou pas? Et est-ce que ce sera relayé renforcé au niveau européen? C'est peut-être encore plus mal parti. C'est déjà mal parti pour qu'il y ait deux volets équilibrés. Et même en forçant un petit peu le trait pour satisfaire la droite et éventuellement un peu au-delà de la droite, il me semble que c'est déjà perdu d'avance. C'est ça qui est terrible. Et le fait que Jordan Bardella monte très rapidement sur ce sujet, c'est pas Marine Le Pen, hein, c'est Jordan Bardella qui est, lui, il assume les mots de grand remplacement si cher à Jean-Sébastien. Ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Parce que moi, j'emploie pas ces mots-là, parce que ça suppose un projet volontaire. Moi, j'ai jamais dit qu'il y avait un projet organisé. C'est pas le cas de Marine Le Pen. Jordan Bardella, il monte là-dessus. Mais pourquoi? Parce que eux, ils sont crédibles sur ce sujet. Quoi que fasse Emmanuel Macron, il pourra gesticuler dans tous les sens et aller vers du plus répressif possible en gommant toute la partie régularisation. Il n'ira jamais jusqu'au RN et les électeurs croiront toujours, c'est toujours pareil, l'original plutôt que la copie. Comme le disait Jean-Marie Le Pen, les électeurs préfèrent l'original à la copie. Jean-Sébastien Ferjou. Ce qui est d'ailleurs complètement faux, parce qu'à ma connaissance, Jean-Marie Le Pen ni ses successeurs n'ont pas été élus en France. Donc, regardez la progression. D'accord, mais on a 40 ans de recul. Jean-Sébastien, est-ce qu'il penche à droite? Marine Le Pen ne sera pas Est-ce que Macron penche de plus en plus à droite sur ce sujet? Est-ce que c'est le signe de... Ça n'a pas de sens de présenter les choses comme ça. Enfin, regardez le Danemark qui est dirigé par des gouvernements de gauche. Regardez un certain nombre de pays du nord de l'Europe. Cité en exemple par tous, dirigés par des gouvernements de gauche et qui se montrent durs ou en tout cas rigoureux sur l'immigration. Il y a une majorité de Français, comme au-delà de ça, de citoyens européens, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, qui demandent un meilleur contrôle des flux migratoires. Vraiment, ramener ce débat-là à une question droite-gauche, est-ce qu'Emmanuel Macron est un peu plus de droite ou un peu plus de gauche, ça me paraît relever d'une facilité qui confine à la paresse intellectuelle. Et surtout, il n'y a pas un côté ferme et un côté humaniste. Les régularisations, il y en a déjà chaque année. Et regardez, on voit bien d'ailleurs à quel point c'est devenu un gadget politique. C'est juste un gadget. C'est pour dire à son aile gauche, regardez, je suis pas devenu totalement de droite. Donc discours d'Emmanuel Macron, il se muscle incontestablement. Mais regardez, quand on voit Sacha Houlié, quand on voit le président de la commission des lois et par ailleurs plutôt l'aile gauche de la Macronie, on voit bien qu'il s'accroche à ce truc des régularisations comme si c'est juste un totem. Ça n'a aucun sens. Chaque année, il y a des régularisations en France. La phrase du président de la République, comme je vous le disais dans son interview dimanche soir, elle n'a aucun sens quand on dit on va d'abord commencer par s'occuper des Français, mais on ne parle pas de ça. On lui parle de gens qui sont en France sans papier, qui ont déjà un emploi. Donc eux, on va leur dire, on va d'abord aller demander à tous les gens dans la rue s'il y en a pas un qui voudrait venir prendre ton emploi. Et si vraiment on n'en trouve pas un, on te régularisera. Vous voyez bien que ça n'est pas ça. Donc dire que c'est de l'humanisme, c'est n'importe quoi. C'est un gadget. Et les gens qui s'accrochent à ça pour dire que ça ferait un équilibre politique sont des gens qui prennent les immigrés. Mais vraiment, c'est un paillasson à étalage de vertu parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ils les instrumentalisent pour montrer que eux sont des bonnes personnes ou qui sont de gauche ou pour je ne sais quel autre objectif politique. Ils n'en ont rien à foutre de la réalité. Merci à tous les trois pour vos infos, explications lumineuses et éclairages. Nous savons tout du grand plan écologie d'Emmanuel Macron, du grand bazar à gauche et de la passe d'armes entre le président et le pape François sur l'immigration. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, en compagnie des meilleurs décrypteurs. Et d'ici là, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à bientôt.